Le fait du jour, ce sont les ravages de la tempête Kiran. Regardez ces images prises du ciel. On y voit une mer dantesque, des vagues énormes, un vent puissant. Je vous montre mon frigo congélateur qui était dans l'autre pièce là-bas au bout de la maison et qui s'est arrivé dans la cuisine. Des images traumatisantes qui rappellent une nuit de cauchemar. Le toit de cette maison s'est envolé pour venir s'écraser quelques mètres plus loin. Les automobilistes allant au travail se sont retrouvés bloqués ce matin. On marche sur la lune et puis on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023, la tempête Kiaran est passée. Des vents surpuissants se sont abattus sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Les dégâts constatés sont colossaux. Chez Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, la force d'intervention rapide électricité, dite FIR, est déjà en ordre de bataille. Une cellule de crise nationale coordonne les opérations sur le terrain, des opérations qui s'annoncent complexes à mesure que le bilan des dégâts s'alourdit. Au niveau local, d'autres cellules de crise ont été montées. Vous écoutez Tempête, épisode 2. Jeudi 2 novembre 2023. Le jour n'est pas encore levé qu'au sein de la cellule de crise d'Enedis, mise en place pour répondre à Kiaran, on dresse déjà le bilan de la nuit. Thierry Sudret, directeur d'exploitation. Ça a été colossal comme tempête. Et les dégâts sur le réseau ont été considérables. Le réseau a été haché menu sur certaines zones. Il y a des zones dans le centre Finistère, mais c'était complètement détruit. Complètement détruit. C'est un événement considérable. Et très franchement, j'en ai pas connu durant toute ma carrière professionnelle qui commence à être très longue. On voit que sur la route, il y a énormément de dégâts. Il y a des branches, il y a des poubelles renversées, il y a des arbres tombés qui ont écrasé des voitures. Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional en Bretagne au moment de Kiaran. C'est quand le jour se lève qu'on voit effectivement que le vent souffle d'une telle ampleur que les arbres sont en train de quasiment se plier à 90 degrés, se remettent et parfois se remettent pas et finissent par tomber à terre. Et donc c'est plutôt à la levée du jour qu'on mesure l'ampleur de la vitesse du vent. Au petit matin, les équipes d'Enedis se mettent en route. 3400 techniciens et prestataires sont mobilisés dans les régions touchées. 300 camions chargés de matériel se dirigent vers la Bretagne, où 1000 km de lignes seront à reconstruire. Mais Kiaran a multiplié les obstacles sur leur chemin. Gabriel Gentric, chef de groupe pour Enedis à Carhaix, dans le Finistère. Moi, pour la petite anecdote, j'ai mis 6 heures à rejoindre la base de Carhaix. Donc, depuis chez toi, et c'est à combien de temps normalement ? 30 minutes. Moi, je m'étais dit, bon, ça va effectivement souffler fort, mais les routes ne seront pas autant couvertes que ça. Là, je me suis un peu trompé. C'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de bois. Donc, même si j'ai ma tronçonneuse et tout ça, j'ai mis 6 heures à arriver jusqu'ici. Nous rencontrons Romain Garec, technicien Enedis basé à Quimper. Ensemble, nous retournons sur les lieux de ses interventions. Il se souvient des dégâts qu'il constate au matin de la tempête. Il y a des endroits où j'ai pu intervenir après. Là, c'était vraiment la forêt par terre, complètement dévastée. On a des zones extrêmement boisées, chez nous, dans le Finistère Sud surtout. Et, oui, il y avait des routes complètement bloquées sur 200 mètres, 300 mètres d'arbres qui sont tombés, quoi. La cellule de crise d'Enedis s'organise. Il s'agit de coordonner les forces en présence pour être le plus efficace et le plus rapide possible. Thierry Sudret. Au niveau de la direction nationale du cabinet de la présidence, on a une cellule de crise, une équipe de gestion de crise permanente qui anime tout le système en permanence, même en l'absence de crise, ce qui est le cas la plupart du temps. Ils sont là pour préparer, planifier. On a des notes de directives, des procédures. On essaie de codifier les procédures, pas pour rigidifier et bloquer l'initiative, mais parce que c'est la compilation de l'expérience au fil du temps. C'est le fruit d'un travail énorme d'années passées, de retour d'expérience, d'adaptation permanente. Hervé Champenois, directeur technique et de crise chez Enedis.
Donc disposer la veille, l'avant-veille de bulletins météo qui soient compréhensibles de tout le monde, que l'on peut expliquer, qui permettent de mobiliser plus de 2000 personnes. Et ensuite disposer des ressources, des moyens de transport, des matériels, de toute la logistique qui permet de former ça. Ça s'oublie, mais ça traduit un gros travail, mais de plusieurs années. À la fois de préparation, d'anticipation, de retour d'expérience et d'entraînement. Donc derrière tout ça, il y a ça aussi, qui se voit pas le jour J. Quelque chose qui progresse à chaque fois, c'est le contact qu'on va avoir avec toutes les parties prenantes. Les pouvoirs publics, les élus, les clients, où là on travaille énormément. L'autre point marquant, c'est la vitesse de l'information. Maintenant, en temps réel, on a en cellule de crise des télés. On voit nos équipes sur des chaînes de télé-information, on voit tout événement est tout de suite relayé dans les médias. Et ça change parce que quand on donne une information, il faut à chaque fois bien la vérifier pour qu'elle soit juste. Parce que si on dit telle commune est réalimentée et puis une chaîne d'information constate l'inverse, ça veut dire que on n'a pas bien fait notre travail. On a évidemment besoin des gens qui ont des compétences techniques, qui savent intervenir sur le réseau. On a besoin de gens pour coordonner nos entreprises prestataires. Jean-Philippe Lamarcade. On a besoin de gens pour faire de la logistique, réceptionner du matériel et donc que tout le monde trouve un rôle. Téléphoner aux clients, répondre aux appels des clients, prévenir les élus. Et donc chacun sort de son rôle habituel, plus personne n'exerce son métier, mais chacun met ses compétences à la disposition de l'entreprise dans l'organisation complète de crise. Et donc ceux qui connaissent un peu la technique mais qui n'ont pas les habilitations pour intervenir vont sur le terrain regarder quelles sont les pannes, font des rapports pour qu'on puisse préparer les chantiers. Ceux qui sont habilités à le faire vont sur le terrain pour réparer. Voilà, et l'entreprise s'organise très rapidement comme ça. Hervé Champenois. Nous, on va s'assurer que tout ça est cohérent, que s'ils ont besoin de renforts complémentaires, on va les envoyer, qu'au bout d'un moment, il y a des renforts qui sont fatigués, donc on va faire des rotations. On s'assure que tous les moyens dont dispose l'entreprise soient mis au bon endroit, au bon moment, au service du dépannage et de la réalimentation des clients. Et pour la région Bretagne, l'une des premières missions, c'est de dégager les routes. On a été épaulé par tous les élagueurs puisqu'on a des prestataires d'élagage qui sont venus. On a des entreprises qui spontanément nous ont proposé de venir nous aider. La sécurité civile, elle aussi, a essayé de déblayer les routes. Les premiers jours, beaucoup de routes sur lesquelles on ne pouvait pas circuler, qui ont beaucoup ralenti notre circulation. Une perte massive du système téléphonique en Bretagne, qui là aussi a ralenti la manière de communiquer. On dit souvent que le calme revient après la tempête. Mais les jours suivant le passage de Ciarán, les conditions météorologiques restent dégradées, même quand le vent arrête de souffler. Et ce mois de novembre en Bretagne, il se met à pleuvoir beaucoup et tout le temps. Les champs étaient vraiment gorgés d'eau et donc très boueux, ce qui nous a empêchés d'intervenir avec nos engins à l'intérieur des champs. Nos engins arrivaient à circuler sur les routes mais ne pouvaient pas circuler dans les champs, ce qu'on fait d'habitude même en hiver. Si les dégâts occasionnés freinent les équipes d'Enedis, l'organisation même du territoire breton rend aussi les opérations plus complexes. Le territoire est peu dense, très agricole, et les habitations éloignées les unes des autres, nous explique Jean-Philippe Lamarcade. La Bretagne, c'est vraiment une habitation tous les 50 mètres. Pas de logique de hameau, des logiques de village, mais un habitat très dispersé que l'on mesure, nous, sur le réseau électrique. Puisqu'en fait, on a des ratios de nombre de postes électriques nécessaires par nombre d'habitations. La Bretagne a un ratio 3 fois supérieur à la moyenne nationale, ce qui montre en fait cette dispersion d'habitat et donc évidemment beaucoup plus d'endroits où il faut intervenir pour établir les clients. Et à chaque fois qu'on intervient, quand on intervient, qu'on rétablit un poste électrique, en fait on vient rétablir 2 fermes, 5 clients, 6 clients. C'est beaucoup plus long que dans d'autres endroits où on rétablit un hameau et puis d'un seul coup on rétablit 200 habitations. Là c'est vraiment par petits bouts qu'on doit travailler. Pour savoir où et comment agir, les équipes d'Enedis sont assistées de data analystes qui travaillent au sein des cellules de crise. Leur métier, examiner les données à leur disposition pour guider et organiser au mieux le travail sur le terrain.
Hugo Fernandez est l'un d'entre eux. Il a travaillé au sein de la cellule de crise de Rennes pendant Ciaran. Alors nous, on utilise surtout des données opérationnelles de nos outils internes, alors qu'on pouvait recroiser avec des données météo par exemple, mais on a en fait un gros panel de données, ne serait-ce qu'avec nos outils internes, qui nous permettent, quand on arrive à les croiser, les faire communiquer entre eux, de faire déjà de belles analyses. Une crise qui peut parfois devenir un temps d'innovation, tout ça dans le but d'aider à l'action. On a notamment utilisé les données des compteurs Linky, ce qui ne se faisait pas forcément avant en crise, pour essayer justement de détecter les personnes qui étaient coupées et qui ne nous avaient pas encore contactés, donc qui n'étaient pas encore visibles dans nos outils. Sur le réseau basse tension, ce qui est très précieux pour qu'on voit ce qui se passe, c'est les compteurs Linky qui sont alimentés. Thierry Sudret, directeur d'exploitation chez Enedis. Où là, cette zone, les compteurs Linky sont alimentés sur cette zone, mais 200 mètres plus tard, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a un problème entre ces deux poches. Donc ça nous permet d'avoir une radiographie de l'état du réseau, un diagnostic des pannes, qui est beaucoup plus précis qu'avant et qui nous permet d'intervenir beaucoup mieux à l'endroit précis où on doit intervenir. Au plus fort de la crise, on décompte près d'1 200 000 clients sans électricité sur tout le territoire et des milliers d'incidents et de pannes sur le réseau. Savoir où et comment le réseau a été touché est une donnée essentielle pour la FIR. Et une fois les zones de panne identifiées, vient la question de l'ordre des réparations, analyse le directeur Bretagne, Jean-Philippe Lamarcade. Le premier jour, la priorité, c'est tout ce qui est santé. Nous assurer que les hôpitaux, les cliniques, tous les patients à haut risque vitaux qui sont chez eux, les EHPAD disposent d'électricité. Et donc ça va être la priorité du premier jour, c'est vraiment de focaliser sur ces objets-là. La police, ils n'avaient plus de courant. Romain Fitos. Nous, on n'avait plus de courant. Avant même de pouvoir dépanner les autres, il fallait qu'on puisse se dépanner nous-mêmes. Il n'y avait plus de réseau nulle part, quoi. Et généralement, il n'y a que les radios qui passent. L'objectif, c'est de remettre l'électricité. Et donc, c'est vraiment la course à remettre l'électricité. Poser un groupe électrogène, pour nous, c'est rétablir le service qui est rendu par cet établissement. Et donc, c'est vers ça qu'on va aller. Épaulé par les pouvoirs publics, parce que pour certains patients au risque vitaux qui sont dans des endroits où les accès sont difficiles, la solution, et ça c'est la réponse des pouvoirs publics, consiste parfois à mettre le patient dans un véhicule sanitaire et l'amener dans un hôpital, plutôt que de le laisser chez lui. Le plan de bataille est établi, les équipes d'Enedis peuvent passer à l'action. Est-ce qu'on va pouvoir passer là ? Dans la région de Quimper, Romain Garec nous emmène sur un chantier sur lequel il a travaillé pendant la tempête. Voilà, alors on va le voir là. Donc déjà, le terrain, on voit bien que c'est complètement marécageux. Imaginez une petite route de campagne partant de pluie automnale. Une fois que vous aurez chaussé des bottes de pluie, il faut alors traverser un champ boueux, en pente, avec des outils très lourds pour accéder, derrière une rangée d'arbres, à un poteau électrique accidenté. L'arbre, il est tombé, ça a appuyé sur les fils et la tête du poteau a cassé. Ok. Parce qu'il n'a pas l'habitude de supporter une charge comme ça en fait. Et là, le poteau, est-ce que tu peux juste le décrire? Il fait combien en taille? Ouais, ça doit être je crois que c'est un 13 mètres, il me semble. Donc quand tu dis, il y a un poteau de 13 mètres qui a été plié en fait, un poteau en béton. Oui, le haut a Par cassé. le vent. Par l'arbre. Par l'arbre. Enfin, par le vent qui a fait tomber l'arbre. Ah ouais. Ah bah ici, c'était le carnage. Hein. Là, il n'y avait plus rien en fait. Romain Fitos, lui, est intervenu en Normandie. Surpris par l'ampleur des dégâts, il a filmé les zones dévastées. Donc là, on est sur une plaine où il y a bien 60 cm d'eau. On voit les barrières des agriculteurs, elles sont dans l'eau, quoi. Les fils électriques pour les clôtures des vaches. Et ça, c'était une semaine ou 15 jours après Ciaran. Et on a eu des inondations monstrueuses. C'était assez marquant. Donc là, on est sur des engins qui traînent directement le châssis dans la terre, quoi. Donc, et on voit le poteau qui est cassé au bout, là, qui penche. Et le monsieur qui était en repas de famille et qui est venu gentiment nous aider avec sa mini-pelle, quoi. On a quand même vécu des trucs dingues, quoi. Des trucs bien dingues. Alors que ces interventions se multiplient,
Au soir du 3e jour, les équipes d'Enedis apprennent une triste nouvelle. C'est le 4 novembre au soir, alors je pense que je me rappellerai de ce moment toute ma vie. À 19h, on va savoir qu'il s'est passé un accident très grave sur la commune de Pont-Aven. On n'a pas encore d'informations à ce moment-là très précises des conditions dans lesquelles ça se passe, mais en tout cas, on sait que c'est grave, on sait que le SAMU est en train d'intervenir, qu'il y a un pronostic vital engagé. C'est à 21h que la nouvelle tragique va tomber sur le fait que notre collègue Fred Despo, qui venait du sud-ouest de la France, il venait du Gers, est décédé en intervention des suites d'un accident électrique. C'est forcément quelque chose qui va bouleverser les équipes parce que c'est quelque chose que tout le monde souhaite éviter, c'est quelque chose qui est rarissime, l'accident électrique mortel, et qui, quand il se passe dans des conditions d'une force d'intervention rapide, est vraiment la dernière chose que chacun souhaite. Moi-même, je vais partir sur place avec 2 collègues qui vont m'accompagner. On va aller à Quimper pour accueillir les équipes, puisque il fallait quand même annoncer cette nouvelle à l'ensemble des équipes. Ils étaient plus de 300 présents sur le site de Quimper. Ça restera un moment collectif très douloureux, voilà, de devoir dire aux équipes qu'un de nos collègues est décédé. Et puis, tout de suite derrière, dans la matinée, on va aller rejoindre les équipes venues de Midi-Pyrénées-Cédon, de la direction régionale dont était issu Fred Despo. On va les retrouver. Ils sont évidemment très choqués, très très choqués. On va essayer de parler avec eux, d'accepter de parler de cette douleur. Protéger les plus faibles et réalimenter au plus vite l'ensemble des populations touchées est au cœur de la mission d'Enedis. Des interventions qui peuvent représenter un risque pour celles et ceux qui sont en première ligne. Et pour réduire ce risque au maximum, des consignes de sécurité strictes sont régulièrement données avant et pendant les opérations. C'est par exemple l'un des rôles des chefs de cohorte, comme Audrey Elichab. Il était essentiel de bien maîtriser les consignes et la communication. Pierrette Griot est elle aussi chef de cohorte de la FIR. On est là pour aider, on est là pour remettre l'électricité, on est là pour réalimenter, mais il faut le faire en sécurité et c'est ça qui est important. Il ne faut pas prendre tous les risques et c'est ça le message qu'il faut faire passer aux équipes. Si on a un doute sur l'état du réseau, on n'intervient pas dessus. Pendant près de 3 semaines, les agents de la FIR vont se relayer jusqu'au rétablissement du courant pour tous. Dans le prochain épisode de Tempête. Je ne saurais pas décrire le sentiment en fait qu'il y a à ce moment-là. Une sorte de mélange, un peu d'appréhension du mur qui est devant nous et à la fois une forme d'énergie. Vous venez d'écouter Tempête épisode 2, un podcast d'Enedis produit et réalisé par Slide for Brands. Réalisation Théo Albaric et Thomas Loupias.